Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies en général, mais la spécialité de la chaîne, c'est vraiment le minage de crypto-monnaies. Et aujourd'hui, au Parlement européen, on avait un grand texte, justement, qui parlait d'une éventuelle interdiction du proof of work, donc du minage tel qu'on le pratique aujourd'hui. Et ce texte, il a été rejeté. Donc on peut tous, je pense, pousser un ouf de soulagement, en tout cas tous ceux qui sont dans cet univers du mining. Parce que ce texte, clairement, il aurait été très très problématique. Alors je suis pas sûr, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient incertaines, c'était vraiment quelque chose qui était très soumis à interprétation. J'ai pas voulu, avant que le texte de loi soit voté, moi j'ai pas voulu vous en parler parce que j'ai pas forcément les connaissances techniques, je suis pas un juriste de formation. Et je me suis dit, bon, on va voir aussi ce qui va se passer. Et le texte n'est pas passé, donc c'est une très très bonne chose. Donc, je voulais aussi vous remercier la communauté, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un petit post, et ce post a été beaucoup commenté, et vos commentaires m'ont fait très très plaisir. Donc on va revenir sur le post. Donc ce post, en fait, je l'ai fait suite à la vidéo que j'avais faite sur le minage avec Ubuntu. Donc la possibilité de miner avec une distribution Linux pure et pas un OS de mining comme HiveOS ou Simple Mining OS. Et vous avez été beaucoup à... J'avais fait ce petit message parce qu'en fait j'étais un petit peu dégoûté. J'ai fait juste derrière cette vidéo qui n'avait pas du tout fonctionné, sur laquelle il y avait eu très peu de vues et qui était un peu tombée dans les oubliettes de YouTube. J'ai fait une autre vidéo qui était plutôt sur l'opportunité d'investir en ce moment sur de nouvelles cartes graphiques. Et cette vidéo a vraiment beaucoup mieux marché. Ça s'est classé dans les meilleures vidéos que j'ai. Et en fait c'est un petit peu décourageant pour moi. J'ai trouvé, parce que je me dis, en fait, je vous fais une vidéo qui va un peu plus en détail, sur laquelle je passe plus de temps, et cette vidéo, en fait, elle ne fonctionne pas. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit aussi, parce que moi je suis pas un YouTuber très très ancien. Il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert cette plateforme et que je fais de la vidéo. Vous m'avez bien dit, ben voilà, cette vidéo peut-être qu'elle n'est pas regardée maintenant parce qu'elle concerne moins de personnes, mais dans les faits c'est une vidéo qui est intéressante, et je suis sûr qu'elle aura du succès. C'est ce que vous m'avez dit un petit peu dans vos différents commentaires. Et effectivement, vous avez raison, parce que je pense à mes vidéos que j'avais fait et dont j'étais assez fier sur comment alimenter correctement votre rig avec les alimentations serveurs, les tests, etc. C'est des vidéos en fait qui n'avaient pas du tout cartonné sur le moment, mais qui par la suite en fait ont eu beaucoup de vues. Alors, qu'on soit bien d'accord, moi je fais pas ça pour avoir le plus gros audimat, pour gagner ma vie, en fait. En tout cas pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets. Mais je peux vous dire que quand vous êtes de l'autre côté de la caméra, avoir une vidéo qui cartonne un peu, qui fait un peu de buzz, c'est ultra agréable. Et à contrario, avoir une vidéo qui marche pas, c'est assez décourageant. C'est un petit peu comme quand vous investissez dans les cryptos, les journées où vous avez l'Ethereum ou le Bitcoin qui perd 20%, vous vous dites qu'est-ce que je fais là? Et à contrario, quand c'est l'inverse, quand pendant quelques jours vous avez un petit peu des hausses consécutives, c'est un petit peu l'euphorie, et c'est motivant aussi. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir soutenu sur ça, ça me fait extrêmement plaisir. Donc l'interdiction du minage en Europe, c'est pas passé. C'est une très bonne nouvelle. Je suis tombé un petit peu, en cherchant un petit peu sur ça, je suis tombé sur des tweets, parce que j'ai aussi un Twitter, je vous rappelle. Alors il y a très peu de monde qui me suit, je suis pas encore très à l'aise avec l'outil. Vous voyez, c'est Jean-Jean Bricole, voilà. Et on a un certain Alexandre Stachenko qui a un petit peu été décortiquer le texte, et qui a été surtout essayer de trouver d'où il venait. Alors moi j'ai pas pu vérifier tout ce qu'il a dit, mais a priori le texte c'est basé sur des articles qui sont faits, mais qui sont faits sans vraiment de transparence, par quelqu'un qui a un petit peu un site perso, et c'est le Digi Economist. Voilà, alors
et quelqu'un qui en fait qui va mélanger un petit peu certaines choses. Donc c'est très approximatif. Et si c'est vraiment ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup ça fausse un peu la problématique du proof of work et de son interdiction. Donc moi j'ai pas encore eu le temps d'aller voir plus en détail ça. Je vais le faire, mais je voulais vous en parler. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'il a compilé. En tout cas, il a pris le temps de faire des recherches de ce niveau-là, donc ça c'est super sympa. Je voulais aussi donc vous reparler un petit peu du repas de cartes que j'ai fait et des problèmes de température de cartes, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les mineurs et vous vous posez beaucoup de questions. Donc je voulais déjà vous dire, moi je considère pas du tout que le repat de cartes que j'ai fait, donc pour rappel, j'ai repat cette carte-là, c'est une 3070 Ti de Zotac Gaming. C'est en fait quand je l'ai passé sous Windows que je me suis rendu compte qu'effectivement elle chauffait pas mal au niveau de la température mémoire. Et comme j'avais des pads sous la main, je me suis dit bah je vais m'en occuper. Donc je suis content de la carte et je suis assez content du résultat. Dans l'absolu, je suis content du résultat que j'ai obtenu. Donc je vous rappelle, donc là elle est en train de tourner. Je l'ai rouverte 2 fois pour essayer de mieux appliquer les pads, pour essayer d'appliquer un demi millimètre supplémentaire, mais j'avais pris les bonnes tailles de pads. C'est vraiment 2 mm sur la partie avant avec le processeur graphique et 3 mm sur la partie arrière. Et vous voyez, donc j'ai la ventilation à 66%, le corps il est à 51 degrés et la mémoire est à 90 degrés, entre 90 et 94. Donc ça, c'est des valeurs qui sont tout à fait correctes pour ce type de mémoire, parce que je vous rappelle, c'est de la DDR6X et c'est de la mémoire qui chauffe assez fort. Donc vous êtes beaucoup à vous poser la question parce que souvent vous avez bien suivi mes conseils et vous avez une distribution Linux. Et je vous rappelle, sur les distributions Linux, on ne peut pas normalement avoir la température mémoire des cartes Nvidia. C'est pas prévu au niveau des drivers. Donc il va peut-être y avoir des changements avec ce qui s'est passé avec le hack de Nvidia, mais pour l'instant c'est pas implémenté. Donc quand je vais sur mon Frankenporn par exemple, vous voyez, donc j'ai mes cartes Nvidia pour lesquelles j'ai uniquement la température corps et j'ai mes cartes AMD pour lesquelles j'ai aussi la température mémoire. Et ce que je voulais vous montrer, donc par exemple là j'ai une 5700 XT de chez MSI et vous voyez j'ai la mémoire qui est à 94 degrés. Mais le fait qu'elle soit à 94 degrés, c'est absolument pas gênant. C'est un petit peu comme vous avez certaines machines qui sont faites pour travailler à des valeurs relativement élevées. C'est pas parce que votre carte graphique, vous allez toucher à la backplate et que la backplate est brûlante que votre carte a un problème. C'est tout à fait normal que la backplate soit brûlante, c'est parce que la carte dissipe à l'aide de sa backplate aussi. Et je vous rappelle, les températures de fonctionnement, la plupart du temps, pour la mémoire, c'est jusqu'à 105 degrés, c'est un fonctionnement normal, et au-delà de 105 degrés, la carte va thermothrottler, c'est-à-dire qu'elle va baisser ses fréquences et baisser sa consommation pour baisser la température. C'est des mécanismes de protection, et on peut faire fonctionner ces cartes à plus de 100 degrés. Moi, ça m'est arrivé de le faire pendant de longs mois, et cette carte-là, par exemple, elle fonctionne à plus de 90 degrés depuis 2 ans peut-être. Donc, il n'y a pas de problématique. Il y a une usure accélérée normalement des composants, mais cette usure elle reste quand même elle n'est pas vraiment très quantifiable. On manque d'études sur ça parce qu'en plus on a des constructeurs qui ne veulent pas des mineurs, qui nous racontent parfois en plus des sornettes. On a vu le cas, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an où le constructeur nous disait qu'on perdait 10% de performance par an de minage. Donc moi je leur avais dit mais c'est n'importe quoi, j'ai des cartes qui ont 4 ans, je peux les mettre sur un PC, faire tourner les derniers jeux, elles fonctionneront comme elles fonctionnaient avant, hein. Voire même un peu mieux parce que je les ai mieux refroidies, je les ai mieux utilisées, je les ai BIOS modées dans certains cas pour éviter la chauffe. Mais c'est des cartes qui ne sont pas soumis en plus à des variations comme on a dans un PC de gaming où il y a des montées énormes de la température et des baisses très, très fortes suivant les scènes où on est, quand on arrive sur les écrans d'accueil, etc. Là, le mining, c'est beaucoup plus doux, c'est un petit peu continu en fait. Donc vraiment, ne vous en faites pas quand vous avez une carte qui atteint les 90 degrés au niveau de la mémoire. La carte ne va pas lâcher du jour au lendemain. Et rien ne vous empêche aussi de ventiler un peu plus fort. Vous voyez, donc cette carte, je l'ai mis à 80% la ventilation, mais je pourrais mettre à 90%.
Alors j'essaie moi d'éviter de mettre la ventilation à 100% parce que effectivement quand vous laissez la ventilation à 100%, les ventilateurs des cartes ne sont pas faits pour tourner à plein régime H24. Et là vous risquez d'avoir des pertes de ventilateurs au bout de peut-être un an et demi ou 2 ans. Mais encore une fois, bon, les ventilateurs, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, donc rien ne vous empêche d'en racheter. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo parce que j'ai un ventilateur Aorus. Je vais vous montrer la carte. C'est sur Bricole de Bain. J'ai une carte qui indique NA au niveau de la ventilation. C'est une carte en fait sur laquelle j'ai un des 2 ventilateurs qui a arrêté de fonctionner. Donc je voulais vous le rappeler aussi, quand vous avez une carte graphique devant vous, si vous achetez une carte d'occasion par exemple, pour vérifier si la ventilateur marche bien, vous allez les tourner à la main. Si vous avez votre ventilateur qui a un petit point dur ou qui tourne très peu et qui s'arrête tout de suite, c'est qu'en fait le ventilateur est en train de lâcher. S'il y a une vibration, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne mal, donc là le ventilateur va lâcher. Si par contre en fait il est fluide et que les 2 ventilateurs tournent de la même façon, il n'y a pas de problématique. Quand vous changez les ventilateurs aussi, moi ce que je vous conseille de faire, sauf sur certaines cartes comme les saphirs où les ventilateurs s'enlèvent extrêmement facilement, c'est de changer les 2 ventilateurs d'un coup. Parce que vous avez souvent des cartes avec 2 ventilateurs, et si vous avez le premier ventilateur qui lâche, il y a des chances que le second suive quelques temps après. Vous avez des ventilateurs en plus qui ne tournent pas forcément dans le même sens, donc souvent c'est plus simple d'acheter un bundle de ventilateurs pour avoir les 2 ventilateurs et changer les 2 en même temps. Donc ça c'est mes petits conseils. Je vous ferai une vidéo de façon quand je vais changer ce ventilateur. C'est sur une Aorus 570. C'est le ventilateur d'origine. Et voilà, donc je voulais vous en parler de ça aussi. Parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans le minage. Et je vous le dis, donc moi c'est ma modeste expérience. J'ai une 30aine de cartes. Mais j'ai jamais eu de toute façon de carte qui a lâché à cause d'une température mémoire excessive. Je n'ai jamais eu de carte qui a eu un souci par rapport à ça. Alors après mes cartes, je les alimente bien avec de l'alimentation électrique de qualité. J'essaye de ne jamais intervenir dessus. Il ne faut jamais intervenir sur un riz qui est branché. On l'éteint toujours. Bien débrancher les cartes quand je vais les dépoussiérer, etc. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ce que j'ai prévu de faire pour le ripad, parce que la carte, je vais quand même la ripad à nouveau pour tester d'autres pads thermiques. Parce que vous m'avez signalé qu'en fait mes Thermalright, ils n'étaient pas forcément ultra performants. Moi, j'avais beaucoup apprécié le gain que j'avais eu sur ma 3080 Ti, donc c'est pour ça que je les trouvais vraiment bien et que je les recommande toujours. Mais je vais essayer de prendre des pads Gelid. Donc là, c'est des pads de 3 mm et ça va pas. Je vais recommander des pads de 2 mm parce que c'est vraiment sur cette carte là j'ai essayé le repad avec 2 mm plus 1 demi mm pour faire 2 mm 5, mais c'est vraiment 2 mm sur la face avant et 3 mm sur la face arrière. J'ai bien mesuré à plusieurs reprises avec mon pied à coulisse. Voilà, et c'est bien ça. Donc je vous invite aussi, bien sûr, si vous avez une carte à ripad, il faut vraiment que vous regardiez parce que chaque carte est différente. Ils n'utilisent pas les mêmes pads, les mêmes tailles de pads. Donc soit vous trouvez vraiment l'information sur votre carte, soit il faut le mesurer avec le petit accessoire, le pied à coulisse. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Et je vous remercie encore pour vos encouragements, votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Jean.